600 000 600 colons 000, je juifs pense. qui sont dans des colonies réparties sur tout le pays, c'est absolument impossible. Moi, je suis inquiet parce que j'aime beaucoup Israël, j'ai de grands amis en Israël, et je suis très inquiet en me disant, mais attention, s'ils vont trop loin, est-ce qu'ils sont pas en train de creuser leur propre tombe ? Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact, passage obligé, je le dis sourire en coin, de tous ceux qui nous aident à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et pour ce faire, justement, en rappel, parce qu'il avait eu beaucoup de succès lors de son premier passage chez nous, Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu cet épisode. D'ailleurs, si vous voulez en avoir davantage sur le parcours d'Alain Juillet, je vous invite à retourner à cet épisode. Mais vous avez été auprès de 3 premiers ministres ici en France à les appuyer en termes de renseignement économique. C'est ça. Vous avez dirigé la DGSE, donc patron du renseignement pendant moins de 2 ans. Vous avez évolué dans le monde de la grande entreprise pendant une portion importante de votre carrière. On peut vous retrouver, vous entendre aussi, c'est important, et j'invite les gens à le faire, sur Openbox TV, qui est votre chaîne YouTube où vous prodiguez vos conseils. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, vous le savez, chaque semaine, je suis un peu lassant, mais c'est important. Vous le savez aussi, dans le monde du web, il faut être capable de tirer son épingle du jeu. Alors, si vous vous abonnez à notre chaîne, ça nous aide, quelle que soit la plateforme, que ça soit YouTube, Rumble ou encore Odyssey. Sinon, Apple, Google, Spotify, vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux. Alain Juillet, la première fois que vous êtes venu, plusieurs de nos auditeurs spectateurs m'ont reproché de vous avoir trop interrompu. Non, pas du tout. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y avait un bon échange. Mais donc, on m'a dit, fais gaffe Stéphane, tu interromps trop ton invité. C'est peut-être mon enthousiasme qui m'a fait monter au filet. Non, donc, mais continuez, pour moi, c'était très bien. Alors, je ferai attention. Et pour marquer le coup, vous allez voir quelques questions courtes et ouvertes. Alors, 2024. 2024, d'abord, c'est une année exceptionnelle par le nombre d'élections au niveau de chefs d'État ou d'organisations internationales qui vont se passer durant cette année. Bon, tout le monde connaît bien sûr aux États-Unis l'élection en novembre du nouveau président, mais vous avez l'élection en Russie dans 2 mois, vous avez l'élection du président, vous avez l'Union européenne avant l'été. Là encore, c'est très important parce qu'il y a des conséquences multiples. Et puis il y a plein d'autres pays dans lesquels il va y avoir des élections. Donc on est dans une... Et puis on vient de vivre Taïwan, qui est très intéressant, et moi là je parle du côté de les informations en France, dont la France a mal rendu compte, parce qu'il faut interpréter les résultats de Taïwan avec tout ce que ça représente comme conséquence. Et donc je pense qu'on est dans une période fantastique, parce que c'est passionnant en définitive, parce qu'il faut essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer, il faut essayer de décoder un peu justement les conséquences de ce qui pourrait se passer dans cette année qui certainement va rester dans les mémoires d'une manière ou d'une autre. J'ai pas souvenir, moi, d'une année aussi fantastique, formidable et en même temps peut-être un peu anxiogène parce qu'on sent que plusieurs choses pourraient basculer. Absolument. On va déplier tout ça tranquillement. Avant de le faire, juste une parenthèse, puisque vous avez souligné la question des élections en Russie, élections présidentielles. Nous y reviendrons aussi plus en détail dans le contexte du conflit en Ukraine. Est-ce que c'est un vrai rendez-vous électoral? Parce qu'on a tendance, en Occident, à regarder avec beaucoup de cynisme le processus électoral en disant, évidemment, Poutine est plus ou moins dictateur. Est-ce que les citoyens sont vraiment sollicités? Votre opinion là-dessus? Alors moi je crois qu'il faut faire très attention parce que on a tendance à juger le monde entier avec nos critères. Et là on se trompe. Parce que nous ne représentons pas le monde, et encore moins maintenant, depuis la montée des BRICS récemment, on en parlera peut-être. Nous sommes dans un monde dans lequel le système de démocratie, je dirais, à l'occidental, il faut bien le dire, n'est pratiqué qu'en Occident. Et donc vous considérez ou passer par ce filtre toutes les élections ailleurs en disant si le système n'est pas comme le nôtre, c'est une dictature, c'est absurde.
Poutine, alors on peut aimer ou pas aimer Poutine, ça c'est autre chose. Mais Poutine actuellement, en Russie, il est très largement majoritaire dans l'opinion des Russes. Il n'y a pas de doute là-dessus, avec pour de multiples raisons. Et une raison étant très importante en Russie, il faut jamais l'oublier, il n'y a pas d'ailleurs que la Russie, c'est que quand la Russie se sent attaquée, les Russes se serrent les coudes, le sentiment nationaliste russe prime sur le reste. Ça nous permettra peut-être de faire la passerelle vers un autre gouvernement où le chef serre les coudes, sinon il serre le Likoud. Oui, il ne serre pas que Likoud, mais il serre Likoud. Mais on pourra en parler. On va en parler. Exactement, on va en parler. Parce je crois que c'est probablement le conflit qui a le plus grand potentiel de dérapage, davantage peut-être que l'Ukraine. Ah oui, mais moi je pense, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. On va voir, mais je pense que aujourd'hui, le conflit de Gaza, parce qu'ils sont vraiment dans une impasse, mais pas la même, en Ukraine aussi ils sont dans une impasse, mais pas la même, le conflit de Gaza pourrait effectivement déboucher sur plein d'autres choses, et des choses très graves. À mon avis, c'est le point le plus dangereux actuellement. Donc risque réel de dérapage. Oui, parce que si vous voulez, il y a, on peut en parler. Si vous, le problème d'Israël, en définitive, c'est un problème très complexe parce que au départ, d'abord, il faut regarder à la fois l'histoire, le présent, et puis se projeter sur le futur, comme on fait toujours lorsqu'on fait de la géopolitique. Sur l'histoire, depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui voulait faire un État palestinien. Ça, c'est clair, il l'avait dit, il l'avait expliqué. C'est probablement le dernier, d'ailleurs, à avoir véritablement cru en ce projet. J'allais vous le dire, c'est parce que c'est justement le dernier, et pour ça qu'on l'a assassiné, d'ailleurs. On l'a assassiné parce qu'il voulait le faire. Les extrémistes ultra-orthodoxes israéliens l'ont assassiné. Et depuis, il faut bien regarder, personne n'en parle trop, mais tous les gouvernements israéliens, sans exception, ont favorisé la colonisation de la Cisjordanie par tous les moyens, en encourageant, et aussi autour de Jérusalem, en encourageant le développement de colonies, en encourageant les gens à aller s'installer comme colons, et en mettant en place autour de chaque colonie tout un système de sécurité qui fait que aujourd'hui, il faut le dire, la Cisjordanie ne peut pas être un État indépendant parce qu'avec 600 000 colons, je crois que 500 ou 600 000 colons juifs qui sont dans des colonies réparties sur tout le pays, c'est absolument impossible. Les Israéliens ont réussi, en définitive progressivement, à empêcher, par la colonisation, à empêcher qu'on puisse faire un État palestinien. Donc, c'est vrai que ça, c'est le premier point. Si aujourd'hui on voulait faire un État palestinien, comme le disent certains, et en particulier le chef d'État français, si on voulait le faire, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse repartir de Cisjordanie 600 000 colons qui sont des gens des extrémistes, pour la plupart. Donc, c'est quasiment impossible. Alors vous me direz, politiquement impossible en Israël. Je ne vois pas un premier ministre, quelle que soit la formation politique, qui pourrait demander à ses collègues de rentrer à la maison. Personne ne pourra le faire. Sharon, qui était un dur, avait réussi à le faire à Gaza, mais à Gaza, il y avait quelques colonies. Alors que là, on parle de quantité de colonies et de 600 000 personnes. Et il faut bien voir. Nous, on a l'expérience en France, puisque quand il y a eu la fin de la guerre d'Algérie, on a les Français d'Algérie sont partis. Il y en a eu 1 million. Qui sont partis en 15 jours, en 15 jours, en un mois, on peut dire, ont quitté l'Algérie parce qu'ils étaient menacés et ils sont revenus en France. Bon, pourtant, la France est un pays en taille beaucoup plus important qu'Israël. On a eu beaucoup de mal et ils ont eu beaucoup de mal à s'intégrer au départ. Ils étaient mal reçus, ils ont eu beaucoup de mal. On peut imaginer ce qui se passerait en Israël si 500 000 personnes, 600 000 personnes arrivaient brutalement pour occuper le terrain. Donc ça semble absolument impossible. Ça, c'est l'histoire. L'histoire et les résultats de l'histoire. Et on parle de la Cisjordanie où, théoriquement, il y a encore quelque chose qui ressemble à un pouvoir palestinien légitime. Or, à Gaza, en ce moment, on est dans une toute autre configuration. Absolument. Zone de guerre maintenant. Pensez-vous, parce que la question est souvent posée, que l'objectif d'Israël en ce moment
est une forme, et je fais très attention au choix de mots. Oui, il faut faire attention aux mots parce que ça fait bouger beaucoup. C'est surtout que ça fait qu'on n'écoute plus. Oui. Parce qu'on est immédiatement radicalisé, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais d'autres ont posé la question. Le professeur Mersheimer aux États-Unis, partout. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens au sein de la société civile israélienne qui posent la question, est-ce qu'on est en face d'une volonté de nettoyage ethnique? C'est-à-dire de faire place nette. Parce qu'on parle d'envoyer les Palestiniens. Mais je crois, si vous voulez... En Égypte? Oui. Mais justement, on va en parler. Je crois qu'il faut bien comprendre, alors... Là, je suis obligé de m'expliquer un petit peu, mais je pense qu'il faut bien comprendre ce qui se passe, là c'est le présent maintenant, au niveau du gouvernement israélien, autour de M. Netanyahou. Parce que si on ne fait pas l'effort de comprendre ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à Gaza. Il y a, en réalité, Netanyahou, lui, il a tout fait, toute sa vie, pour empêcher un État palestinien. Donc d'un côté, il a encouragé les colonies, et d'un autre côté, il a accepté que le Qatar finance le Hamas, parce qu'il faut le raconter, cette affaire-là, et l'argent du Qatar qui allait au Hamas passait par Israël et était accompagné par la police et les soldats israéliens. Sciemment, Netanyahou a encouragé le Hamas. Pourquoi ? Il faut voir, c'est que la doctrine du Hamas, c'est de dire on repousse les Israéliens à la mer, c'est-à-dire qu'on veut pas d'État israélien, mais on ne veut pas d'État israélien à côté d'un État palestinien. On veut que les Israéliens partent. Donc ça allait très bien à Netanyahou qui disait ceux-là, on les contrôle, leur objectif dans le fond, ils pourront jamais l'atteindre, et on ne parle plus d'État palestinien. C'est pour ça qu'il le soutenait. Donc, tant et aussi longtemps que la Hamas tenait ce discours... C'était parfait. Et c'est ça. Donc, Netanyahou s'est piégé tout seul, si vous voulez, avec le Hamas, parce qu'il a laissé le Hamas se développer, prendre le contrôle. Indiscutablement, ils ont encouragé le Hamas à prendre Gaza au détriment de l'autorité palestinienne. Tout le monde le sait. Sur d'ailleurs ce rendez-vous électoral, parce qu'il y en a eu un en 2006, je me suis intéressé plus récemment parce qu'il se dit beaucoup de choses sur ce rendez-vous électoral. Je constate que les observateurs internationaux, dont l'Union européenne, ont tous sanctionné en disant ça s'est correctement passé les élections. Mais bien sûr, mais ça s'est bien passé, mais à partir du moment où, si vous voulez, on a laissé le Hamas faire campagne officiellement à Gaza, mais bien sûr avec des moyens très importants sur le plan financier, beaucoup plus que l'autorité palestinienne, puisqu'il avait l'argent du Qatar, et donc ce qui arrivait à flot, vous savez, dans un endroit où la misère est totale, parce que quand même, Gaza, c'est un endroit où presque 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est sans doute aujourd'hui bien plus accentué. C'était à l'époque de l'élection. Alors aujourd'hui, n'en parlons pas. Donc il y a eu un vrai problème. Et ils ont favorisé le Hamas. Et c'est pour ça. Mais ils pensaient que le Hamas était incapable d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils disaient, ils font des attentats terroristes, un petit attentat par-ci, par-là, mais c'est pas grave. Mais vous dites un petit attentat par-ci, par-là, comme si c'était banal, mais vous pensez donc que cette idée de les contrôler plus ou moins c'était un point de friction acceptable? Mais absolument, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair et net, si vous voulez. Et la grande surprise, et on le voit, alors si vous voulez, quand on regarde ce qui s'est passé rapidement, la grande surprise, c'est que, et on comprend ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que les Égyptiens qui sont à côté, qui ont des relations bien sûr avec tout le monde, les Égyptiens, on le sait, un mois avant le 7 octobre, ont prévenu les Israéliens en disant « Attention, il va se passer quelque chose, ça bouge. Mais ça bouge, ça va être très sérieux. » Les Israéliens n'y ont pas cru. Une semaine avant, à peu près, d'après ce qui se dit, le gouvernement, alors là, l'entourage du maréchal Sissi, a prévenu Netanyahou, l'équipe de Netanyahou, en disant, chez le Premier ministre, en disant, attention, il va se passer quelque chose. De nouveau, on l'a pas cru. En disant, c'est pas eux, non, ils sont trop nuls, ils sont incapables de monter une grosse opération. Le Hamas, ils peuvent faire un truc avec 2 ou 3 personnes, mais ils sont incapables de monter une grosse opération. Tout ça, c'est de la désinformation. Donc, ils n'y ont pas cru. Et on sait que le Mossad,
Il y a eu des rapports du Mossad. Il y a une femme du Mossad qui en a parlé à la télévision israélienne et qui a dit mais on a fourni des rapports en disant attention, ils sont en train de monter quelque chose. Mais personne ne voulait le croire parce que personne ne pensait le Hamas. L'histoire du 7 octobre, c'est l'histoire d'un mépris total des Israéliens pour les Palestiniens, de leurs adversaires. Erreur que Sun Tzu, le général chinois bien connu, nous a expliqué il y a déjà 2000 ans avant Jésus-Christ. Il faut jamais mépriser l'adversaire. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ça, arrive le 7 octobre. Qu'est-ce que fait Netanyahou ? Netanyahou, pour lui, c'est une catastrophe, évidemment. Bon. Donc il fait tout de suite, il réagit, il a raison. D'ailleurs, il fait un gouvernement d'union nationale en disant maintenant c'est tout le monde entre nous. On fait un gouvernement d'union nationale. Parfait. Mais c'est politiquement gagnant pour lui parce qu'il était très menacé. Oui. Mais attendez, justement. Maintenant, vous allez voir, parce que c'est la suite qui explique tout. Il y a 3 composantes dans le gouvernement national et chacune a une politique différente. C'est bien là où est le problème majeur pour Gaza. Netanyahou lui-même, la majorité de la population israélienne l'accuse d'être responsable, parce que tout le monde sait qu'il a financé le Hamas, tout le monde sait tout ça. Donc, ils en veulent plus. Ils en veulent plus, mais tant que c'est la guerre, on peut pas le virer. Donc, lui, premier intérêt, il faut que la guerre continue par tous les moyens. Donc, si la guerre s'arrête à Gaza, il faut qu'on la déclenche ailleurs. Mais c'est grave ce que vous dites. Donc, le sort d'un individu, mais bien sûr, et il joue sa tête parce que lui, il sait que s'il n'y a plus la guerre, il est viré. Mais non seulement il est viré, mais la justice, c'est que la justice israélienne veut le juger. Pour corruption. Pour corruption, elle le met en prison, et elle ne peut pas le faire, évidemment, tant qu'il est Premier ministre. Donc il sait très bien que lui, si ça s'arrête, c'est la catastrophe. Donc lui, pour défendre sa peau, il est prêt à tout. Et puis c'est pas un tendre, Netanyahou, c'est pas un enfant de cœur. Bon, ça c'est les premiers. Donc motivation de Netanyahou, c'est celle-là. Je vous arrête sur ce premier, au risque de faire l'inverse de ce que j'avais promis, de ne pas vous interrompre. Non. Mais c'est important parce que peu de gens vont se rallier à l'idée que les intérêts, disons-le, égoïstes d'un individu, aussi puissant soit-il, Premier ministre d'Israël, puissent conditionner la sécurité d'une région, voire du monde, et la vie de milliers de personnes. Parce que c'est ce que vous nous dites. Oui, mais attendez, vous allez voir, il y a les 2 autres aspects qui se mélangent. C'est pour ça que c'est un effet très compliqué. Parce qu'à côté, il a des ministres ultra-orthodoxes, comme vous savez, et il en a pris d'autres. Il y a toute une série de ministres ultra-orthodoxes. Eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Eux, ils disent, et c'est eux qui l'ont déclaré, il faut raser Gaza, et c'est surtout ça, il faut faire partir les Palestiniens en dehors de la Cisjordanie, il faut qu'ils émigrent. C'est l'émigration forcée, contre laquelle l'ONU a réagi tout de suite en disant « vous n'avez pas le droit », et même Biden a dit « mais ça, vous n'avez pas le droit. En droit international, vous ne pouvez pas faire l'immigration forcée ». Est-ce que Biden pèse dans la balance ? Non, clairement non. Ce qui s'est passé là, ce qui est très, très intéressant, c'est que ces ministres, il y en a un qui a déclaré, un ministre ultra-orthodoxe, qui a dit il faut mettre une bombe atomique sur Gaza. Ce qui est idiot parce que si on tape une bombe atomique sur Gaza, il y aura des retombées autour. Mais là, il n'a pas pensé à ça. Mais ça montre l'état d'esprit quand même. C'est-à-dire on les tue tous. Bon, il y en a d'autres qui ont dit non, il faut les faire partir. Et on sait aujourd'hui. Le bulletin qui paraît toutes les semaines, tous les jours, enfin toutes les semaines des Égyptiens, le bulletin, une espèce de fiche d'information égyptienne, a bien expliqué que le ministre de la Sûreté israélien est allé voir les ministres du maréchal Sissi en lui disant, et en leur disant, on va ouvrez la porte de Rafah. Vous savez, Gaza, il y a une porte à Rafah qui donne sur l'Égypte. On va en reparler après. Ouvrez la porte de Rafah et on les envoie tous sur l'Égypte. Ils seront tous, on les installe dans le Sinaï. Et qu'est-ce qu'a dit Sissi ? Il a dit, mais vous êtes fous. Le Hamas, c'est des frères musulmans, puisqu'ils ont été créés par les frères musulmans. Je vous rappelle qu'ici, en Égypte, les frères musulmans, ils ont tué mon prédécesseur, ils ont tué Sadat. Vous imaginez tout de même pas que je vais laisser rentrer chez moi des gars qui vont m'assassiner dans les mois ou les années qui viendront. Sissi a donc dit non. Sissi a dit non. À ce moment-là, Blinken, l'Américain, est venu en disant, mais si vous devriez accepter... Blinken est néoconservateur. Vous devriez accepter parce que
si vous acceptez, nous les Américains, on financera la construction des villes et de tout ce qu'il faut pour les infrastructures, pour les accepter. Vous voyez? À quoi les Israéliens ont dit, mais nous aussi, bien entendu. Bah. Réponse de Sissi, il n'en est pas question. Alors ils ont été voir la Jordanie, où le fils du roi Hussein a dit, vous vous souvenez, avec mon père, il y a eu Septembre Noir, on va pas recommencer. Donc il n'en est pas question. Suppression. Après, il paraît... Alors, il y a le bruit qui court, c'est qu'ils ont même été... Au Congo-Brazzaville. Oui, au Congo-Brazzaville, chez Sassou Nguesso. Bruit qui court ou c'est fondé, cette idée? Je vous ai dit, c'est une rumeur très forte. J'ai pas la preuve absolue, c'est clair, mais c'est une rumeur qui s'est répandue partout, en Afrique et en Europe. Qu'ils avaient été voir Sassou Nguesso, et a priori, pour le moment, Sassou Nguesso n'a pas dit oui, hein. Et pour cause, parce que lui aussi, je pense qu'il veut rester en place pendant encore longtemps, hein. Il fait tout pour ça, et qu'on le voit mal, laisser rentrer 600 000 personnes qui contrôleraient, plus, que dis-je, 2 millions de personnes qui ne contrôleraient pas. Mais prenons cette rumeur avec des pincettes, pour voilà, l'instant. Il faut être très prudent. Mais donc, vous voyez que, du côté des ultra-orthodoxes, l'objectif, c'est simple, c'est on les fait partir, et derrière, on fait partir aussi les gens de Cisjordanie, parce que vous avez pu voir quand même que les colons tirent sur les Palestiniens, ce qui a motivé d'ailleurs Biden, qui a dit, vous ne devez pas faire ça. Il est au point même d'interdire, je pense, l'entrée aux États-Unis aux colons qui ont tiré sur des Palestiniens, comme on tire les lapins en Europe. Alors, ça c'est la deuxième branche. La troisième, c'est Tsahal. L'armée. Alors Tsahal, dans cette affaire-là, Tsahal, il faut voir que l'armée a perdu la face. Parce que, dans l'histoire du 7 octobre, il faut bien regarder, on vous annonce à peu près 1200 morts. Bon. Il y a eu des horreurs et des atrocités, comme vous savez, dans les kibboutz. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Palestiniens ont attaqué à côté des kibboutz, ils ont aussi attaqué 3 camps militaires, dont un camp à 25 kilomètres de la frontière. Et là, c'est de la frontière de Gaza. Là, on n'est plus du tout dans une opération d'assassinat de pauvres civils. Opération militaire. C'est une opération militaire, de guerre. Et dans cette opération militaire de guerre, ils ont totalement surpris les Israéliens, ce qui est très grave. Hein. Donc l'armée était pas en alerte. Enfin, il était pas. C'est incroyable. Hein, surtout avec toutes les annonces qu'il y avait eu avant. Hein, ils étaient pas en alerte. Il y a eu des morts en quantité. Ils ont pris des otages qu'ils ont ramenés parce qu'il y a beaucoup de militaires. Dans les 120 qui restent, il y a des militaires et un grand nombre de militaires hommes et femmes. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'a Israël, hein, parce que ça vaut évidemment plus cher un militaire qu'un civil. Dans l'esprit des Palestiniens et des Américains et des Israéliens. Parce qu'il y a une bourse des otages, quoi. Il y a des otages qui valent plus cher que d'autres. Le soldat Shalit, les Israéliens l'avaient échangé 1 contre 1000. Il y a 7000 prisonniers, en gros, il y a 7000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Hein. L'objectif du Hamas, il l'a dit, c'est de récupérer tous les prisonniers. Donc les 120 qui restent, l'objectif c'est de les échanger contre les 6500 qui restent. C'est pas possible. Mais on voit bien l'état d'esprit des uns et des autres. Mais je reviens sur Tsahal, parce que c'est très important. Tsahal, donc, a été vraiment humilié, là, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, ils ont perdu en une journée, le 7 octobre, l'armée, dans l'attaque des camps militaires, ils ont perdu 1/5 en une journée, de ce qu'ils ont perdu dans la dernière guerre. Vraie guerre. Vous vous rendez compte? Qui avait duré 25 jours. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour eux, c'est les plus grosses pertes jamais subies par l'armée israélienne. Hein, toute proportion gardée. Donc c'est énorme. Alors, que fait Tsahal? Et là, évidemment, hein, c'est la loi du talion, c'est pas... La loi du talion est dans la Bible. Hein. Il faut faire payer. Bien sûr, il faut récupérer les gars qui ont fait ça c'est là, hein, mais il faut le faire payer. On le fait payer à qui? À la population palestinienne. Donc, à dessein, vous pensez? Ah oui, c'est bien sûr, ce dessein, il n'y a pas de problème. Je vais même aller plus loin. Tsahal attaque Gaza en disant, on va leur montrer qu'on est terrible, c'est l'opération de la terreur, si vous voulez. Donc on bombarde, on détruit tout, hein. Et bien entendu, on essaie de tuer les gens du Hamas et de récupérer les otages. Là, c'est normal. Mais là où ça devient intéressant par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est qu'on commence par le haut. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit à la population, les gars, c'est facile, hein, vous abandonnez
toute la partie nord de Gaza, vous descendez au sud. Donc 1 million de personnes descendent au sud. OK ? Après, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu, après avoir détruit le nord de Gaza, ils disent maintenant, tous ceux qui sont à Khan Younes et c'est-à-dire au sud-est, eh bien, vous allez aller vers l'ouest. Tiens, l'ouest, c'est quoi? C'est Rafah. C'est le point de sortie. Donc, ils sont en train de faire tourner leur armée, les Israéliens, pour ramener tout le monde du côté de Rafah, avec le secret espoir que la population palestinienne affamée, la population palestinienne qui est vraiment affamée, qui souffre, et ainsi de suite, soit dans un tel état qu'elle soit capable de renverser ou de passer en force le poste de Rafah et de rentrer en Égypte. Donc il y a aussi, on retrouve une réponse, si vous voulez, à un des problèmes qu'on a évoqués avant. Effectivement, cette idée de forcer ces migrations, d'autres diraient nettoyage ethnique, qui s'est passé justement ici dans la cour arrière de l'Europe. Ouais. On a montré du doigt les Serbes à l'époque où ils se livraient ce genre d'exercice. Alors, j'ai pas de réponse, je ne fais que poser la question, mais sur ce que vous venez de faire comme démonstration, d'abord 2 choses. La première, pour parler avec beaucoup de gens que je respecte ici, qui s'intéressent justement aux frères musulmans, à l'islamisme, à l'intégrisme musulman, ils disent on mesure très très mal à quel point cette pensée, cette action est indissociable de ce qu'est aujourd'hui devenue la population palestinienne. Et sur les Israéliens, ce que je vous disais tout à l'heure, Tsahal a besoin de faire pour être respecté par le monde arabe et par les Palestiniens, Tsahal a besoin de faire la démonstration de force qui lui permettra de faire oublier la honte du 7 octobre. Le problème, c'est combien faut-il de morts, vous parlez froidement, combien faut-il de morts civils et militaires pour que la démonstration soit faite. Alors moi j'ai entendu des copains israéliens qui m'ont dit 30 000. Il y a un nombre, peut-être. Ben oui. Parce qu'au bout d'un... Alors, comment on atteint le nombre? Le nombre, c'est d'un côté, je fais une pression maximale et je détruis beaucoup de gens, je tue beaucoup de gens, mais d'un autre côté, il y a une pression internationale qui se développe de plus en plus pour dire arrêtez ce qui est en train de prendre l'allure d'un génocide. Donc, ce qui n'est pas un génocide, parce que l'objectif est pas on peut pas définir ça comme un génocide pour le moment. C'est pas d'éliminer cette population, c'est de s'en débarrasser peut-être. C'est de s'en débarrasser, voilà, d'une manière ou d'une autre. Bon, donc, aujourd'hui, il est clair que dans cette affaire-là, les Israéliens, ils subissent une pression de plus en plus forte. Vous avez vu qu'on les accuse de crimes de guerre, au niveau de la Cour pénale internationale. Enfin, ça y est, le système et la machine pour les faire arrêter est lancée au niveau mondial. Mais en Occident, cette idée, justement, a très peu d'appui. J'ai vu le Canada se désolidariser de la démarche de l'Afrique du Sud, alors que nous avons été les champions à mener la lutte pour mettre un terme à l'apartheid. Mais soyons honnêtes, ce qu'on se rend pas compte dans cette affaire-là, c'est que comme les positions qu'on prend donnent raison aux 130 pays ou sur 200, sur la plus grande partie du monde, qui dit il y a 2 poids 2 mesures. Quand c'est les Occidentaux, on l'accepte. Quand c'est les autres, on condamne. On est en plein dedans. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'au fur et à mesure que nous supportons ça sous une forme ou sous une autre, on se fait rejeter par les BRICS, on se fait rejeter par tous les autres. Alors la deuxième question, tout à l'heure que je vous disais avoir suite à votre démonstration. Alors, est-ce qu'il y a un problème lié, évidemment, à la menace terroriste? Je pense évidemment que ça doit exister du point de vue des Israéliens. Deuxièmement... Bien sûr, on les comprend. Il faut quand même aussi, vous pouvez pas... Il faut, si vous voulez... Quand je vous dis ça, moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe, mais je vous dis pas, je donne tort aux uns ou aux autres. Je comprends très bien que les Israéliens... Ça a été pour les Israéliens l'équivalent du 11 septembre pour les Américains. C'est une horreur absolue. Ça m'amène à la question... C'est le mot, peut-être, qui définit ce qui se passe, de l'hubris. Oui. Du côté israélien. Dans un premier temps, qui leur fait sous-estimer la menace. Oui. Et peut-être aujourd'hui, c'est la piste sur laquelle je veux vous mettre, l'hubris qui leur fait penser qu'ils sont la force dominante et quelles que soient les mesures de réplique, ils n'en paieront jamais le prix. On les voit en ce moment tranquillement déplacer des forces vers le sud du Liban ou le nord d'Israël, avec peut-être ambition de s'attaquer au Hezbollah. Oui, ça permettrait de continuer la guerre. Mais c'est aussi pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est aussi en train de fédérer toute la région. Et les forces en présence ne sont pas celles qu'Israël a défait en 67 ou en 73. Je reviens à la question de l'hubris. Pourrait-il, M. Netanyahou,
mal calculé et mettre sa population véritablement en danger en fédérant. Moi je pense. Moi alors là, voilà, moi j'aime beaucoup. Je cache pas. Moi j'aime bien j'ai de très bons amis israéliens. J'aime beaucoup les Israéliens. J'ai été ami avec des gens à l'époque de Rabin, avec des gens de l'équipe de Rabin. Donc si vous voulez, j'ai pas de ce côté-là. Je pense que l'Israël a le droit de vivre, a le droit d'exister et ils ont très bien réussi jusqu'à maintenant. Ils ont fait une belle démonstration que dans ces pays on pouvait faire des choses magnifiques. Le problème, c'est que il faut faire très attention parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. L'Iran, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Quand vous regardez, l'Iran est l'ennemi d'Israël, c'est clair, tout en étant associé à l'Arabie Saoudite, ils ont quand même un pacte entre eux. C'est nouveau. Ouais, ben oui, mais il faut pas l'oublier. Grâce aux Chinois, ils se sont mis d'accord entre eux, et l'Arabie Saoudite qui dit, moi, je suis le gardien des lieux saints de Jérusalem. Il faut pas l'oublier non plus. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, parce que c'est l'Arabie Saoudite qui est le gardien de la mosquée de la mosquée avec la mosquée du Dôme. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Iraniens? Pour que Tsahal ne puisse pas concentrer tous ses moyens sur Gaza, ils ont agité le Hezbollah, qui est quand même, alors là, autre chose que le Hamas. Numériquement supérieur au Hamas aussi. Alors puis techniquement parlant, ils ont fait la guerre en Irak, ils ont fait la guerre en Syrie. Ce sont des professionnels, ce sont des vrais guerriers, eux. C'est pas le Hamas. Non, là c'est des professionnels. Et ils sont équipés pour ça. Alors, souvenez-vous de la dernière guerre d'Israël contre Hezbollah au Liban. Israël n'a pas gagné. C'était la grande surprise de cette fois-là, c'est qu'Israël n'a pas gagné la guerre. Et c'est pour cette raison que je vous pose la question de l'hubris. Oui, voilà. Alors donc, si vous voulez, là ils sont. Les Iraniens ont dit au Hezbollah, tu envoies quelques roquettes sur Israël, de manière à ce que les Israéliens maintiennent au nord une force militaire, parce qu'ils auront peur quand même que le Hezbollah bouge. Bon. C'était bien joué. Ils ont effectivement profité pour détruire un camp militaire de transmission et d'écoute qui était à côté. Enfin bref, c'était bien joué. Bon, et le Hezbollah, vous remarquerez qu'il est très calme, parce que même quand les Israéliens ont tiré pour tuer un responsable du Hamas à Beyrouth, et après ensuite un autre qui était un responsable Hezbollah, le Cheikh Nasrallah, il a été très calme en disant, vous savez, c'est pas bien, vous le paierez très cher, mais il a pas bougé. Donc ils sont en position, si vous voulez, c'est vraiment la politique du rapport de force. On est là. On vous rappelle qu'on est là, on pourrait vous attaquer, mais on le fera pas, mais attention quand même. Bon, voilà, c'est ça. Et puis, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu un coup de génie sur le plan économique, c'est les Houthis. Parce que, ils soutiennent depuis toujours les Houthis au Yémen, et les Houthis sont en train, depuis l'accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, la paix était en train de se faire au Yémen entre les Houthis et puis les partis au pouvoir, enfin les hommes au pouvoir, sous l'égide sous l'égide de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'était très bien. Là, qu'est-ce qui se passe? Les Iraniens ont dit aux Houthis, qui sont des gens financés par eux, ça tout le monde le sait depuis toujours, ils leur ont dit, bon, l'Arabie Saoudite, vous en occupez pas, vous attaquez, vous tirez sur les bateaux qui passent vers le canal de Suez. Bon, résultat, dès les premiers tirs, les compagnies d'assurance internationales ont fait monter les tarifs d'assurance. Ça devient pas intéressant pour les cargos, les tankers et surtout les porteurs de containers. C'est pas intéressant de passer par le canal de Suez parce que les compagnies d'assurance ont tellement augmenté les tarifs que ça coûte trop cher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les ont détournés et ils passent par le cap de Bonne-Espérance. Contournent l'Afrique. Ils contournent l'Afrique. Alors, perte évidemment pour l'Égypte, qui est pas contente parce que le canal de Suez, ça rapportait beaucoup. Et vous allez voir pour toute l'Europe, augmentation des coûts Inflation des matières donc premières. Bien sûr. Bien sûr, donc c'est une opération économique. Là, c'est bien parce que ça, je connais bien ce genre de choses. C'est une opération économique qui a été faite très intelligemment par les Iraniens et qui a amené justement, alors les Américains qui ont tout de suite compris la manœuvre et le danger que ça représentait, à attaquer les Houthis, comme vous avez pu voir, à faire des bombardements et autres. Mais ça va continuer parce que les Houthis,
Bon, ils sont prêts à aller en guerre, disent-ils, contre les États-Unis. Mais oui. Ils les défient, ils disent venez, on vous attend. Exactement, mais ça c'est typique des petites organisations, si vous voulez, qui elles sont un peu toutes folles. Et comme on leur donne des missiles, on leur donne des trucs, ils disent on va s'amuser. Et quand l'autre jour, quand ils ont annoncé qu'ils avaient touché un bateau américain avec un missile, vous pouvez dire qu'ils ont dû faire la fête dans tout le Yémen, enfin dans la partie du Yémen occupée par les Houthis. Alors c'est là où on voit, si vous voulez, que cette affaire. Il y a Gaza, Israël qui essaie de se redonner une image de vainqueur. Bon, Netanyahou qui lui, il veut durer. Les ultra-orthodoxes qui disent on veut les faire virer. Et puis vous avez les autres autour qui jouent aussi leur jeu. Alors vous avez l'Iran, on vient de le voir. Mais il faut bien regarder l'ensemble du monde arabe. C'est très intéressant de regarder ce que dit l'Arabie Saoudite, ce que dit les Émirats, et tout, y compris la Syrie d'ailleurs, tous disent la même chose. Ils disent, et il faut arrêter. Bien sûr, il faut arrêter. Parce que tout le monde mesure qu'il suffirait d'une petite erreur pour mettre vraiment le feu aux poudres. Mais là, je parle de poudre qui embrase le monde. Exactement. Et alors, avec en plus des limites, si vous voulez, parce que des limites de temps. Parce que il faut pas oublier quand même que Biden est faible. Il faut être honnête, le président Biden, il est faible actuellement. Il est pas en grande position de force. Véritablement en position de force dans cette affaire. Mais il n'est absolument pas entendu en Arabie Saoudite, d'ailleurs. Il est pas, c'est fini. Dans le monde arabe, il n'est pas entendu du tout. Parce qu'il a pris parti pour Israël, mais les autres disent, c'est bien la preuve qu'on peut pas leur faire confiance. Ça, c'est la suite de tout ce qui s'est passé avant. Mais d'un autre côté, tout le monde sait très bien que si Trump est réélu, et on pourra en parler, mais si Trump est réélu, lui, il va soutenir Israël avec tous les moyens à la Trump, Ça, c'est clair. Mais il est en même temps plus ouvert à l'Arabie Saoudite que jamais Biden l'a été. Mais c'est lui qui a fait les accords d'Abraham, qui a obligé les Israéliens à signer avec tous les autres Soudan, réciproquement. Maroc, Qatar, Émirats Arabes Unis. C'est pour ça. Donc, si vous voulez, tout le monde sait que quand Trump va arriver, il va se passer quelque chose. Alors, ça peut être profitable à Israël ou pas. On ne sait pas. Il faut voir. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus insaisissable qu'on le pense. C'est ce que je vous dis. C'est qu'il faut être très prudent dans cette affaire-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se passera quelque chose. Donc aujourd'hui, tout le monde essaie de régler le problème avant. Je vous soumets quelque chose. Je ne sais pas si vous avez mémoire de cette guerre entre l'Iran et l'Irak qui avait engendré sur le commerce mondial et le transport maritime à peu près le même truc qui est en train de se dégager en mer Rouge. C'est-à-dire que les assureurs, voyant que leur bateau était menacé, pétrolier particulièrement, à l'époque où se livrait la guerre, l'Iran et l'Irak, et ça avait eu un impact, en fait une crise, une contagion du monde de l'assurance au monde de la finance qui avait fait vaciller la planète finance à un monde où l'économie financière était beaucoup moins importante qu'elle l'est aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'on peut, si on fait de la prospection en 2024, est-ce qu'on peut penser que ce qui se passe avec les Houthis sur le transport maritime pourrait, par effet de domino, engendrer une crise économique? Oui, avec une différence par rapport à ce qu'on a connu, c'est qu'avant, il y avait un seul monde, sous contrôle occidental, et là, avec l'arrivée des BRICS, il y a deux mondes. Alors, BRICS, on les nomme. Alors, donc, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ça c'est les BRICS initiaux, ceux qui ont créé le débat. Mais depuis, vous avez l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, et vous avez aussi j'en ai oublié de pays. Vous avez en Afrique. Oui. Attendez. Nous y reviendrons. Mais on voit bien donc les pays du coin. Ils sont maintenant dans les BRICS. Or, les BRICS sont développés depuis la guerre en Ukraine, avec la Russie et la Chine, les BRICS et l'Arabie Saoudite d'ailleurs. Il y a eu tout un développement qui s'est fait très important au point de vue économique, et c'est un système économique différent du nôtre. Donc, il faut bien voir. Oui, avec des velléités même de déplacer le centre de gravité de l'économie mondiale et de se débarrasser du dollar. Oui, le pétrole et les conteneurs qui vont vers l'Asie, ils passent pas par le canal de Suez. Eh oui.
De moins en moins. De moins en moins. Oui, donc si vous voulez, on est tous, tout est lié là-dedans. C'est ça qui est très intéressant. On vit un monde extraordinaire et passionnant. Je suis d'accord avec vous, sinon un peu inquiétant, mais je reviens à la question de l'hubris. C'est important parce que mon hypothèse en ce moment, et je vous demande de la valider ou non, peut-être que je gère et que Israël a les moyens de son discours et de ses ambitions et peut imposer par la force sa loi. Moi, ce que je fais comme hypothèse, c'est que ce qui les a rendus aveugles à la menace le 6 octobre, la veille de l'attaque, les rend peut-être aujourd'hui aveugles à ce que, je fais attention dans le choix de mots, mais leurs excès aujourd'hui pourraient engendrer comme conséquence, en fédérant tant d'ennemis qui sont aujourd'hui plus puissants. Ben, vous savez, moi je vais aller parler, on va parler c'est pour ça des États-Unis, parce que c'est très intéressant. Depuis toujours, et pour de multiples raisons, les États-Unis ont soutenu sans problème, ils ont toujours soutenu Israël. Toujours. Tout parti confondu. Tout parti confondu. Il y a eu toujours une adhésion et ils ont investi énormément en Israël à tout point de vue. Bon, c'est vrai et c'est tant mieux puisque ça a fait d'Israël un pays qui est une réussite. Donc il y a pas de problème. Ce qu'on assiste là maintenant actuellement aux États-Unis, si vous regardez, c'est qu'on voit une partie de la population juive des États-Unis qui commence à dire ça va pas du tout. Il faut arrêter ça. Ça c'est très nouveau. C'est la première fois que le système se fragmente, si vous voulez. Il y avait une unité et ça se fragmente. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve aux États-Unis ce qu'on retrouve en Israël, où tout le monde a été horrifié par le 7 octobre, bien entendu, et avec raison, parce que ce fut une horreur, mais tout le monde se rend compte aussi, et là on revient à ce que vous disiez, tout le monde se rend compte aussi que si on va trop loin, peut-être qu'on engrange quelque chose qui peut se terminer par notre destruction. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pour le moment, Israël. Oui, en Israël. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Israël est soutenu par les États-Unis. Demain, Israël sera soutenu par les États-Unis, mais plus ou moins, compte tenu de l'évolution des mentalités aux États-Unis. Mais à côté de ça, il y a autre chose. C'est que les États-Unis sont en train de baisser au niveau puissance globale, on le sait très bien, par rapport à la Chine et par rapport à l'Inde. Et en 2050, en 2060, toutes les projections officielles du FMI, de la BCE et autres, enfin bref, des organismes occidentaux disent tous la même chose. Les États-Unis seront en 2050 la deuxième puissance mondiale et en 2075 la troisième derrière l'Inde. Bon. Certes, ils garderont, parce que c'est leur point fort, la partie militaire, mais est-ce qu'ils seront capables à ce moment-là d'assurer la sécurité d'Israël comme aujourd'hui ? C'est pas sûr. Donc, je pense qu'à long terme, c'est très dangereux. Je suis d'accord avec vous sur l'hubris. Je pense que les Israéliens jouent trop sur l'appui indéfectible des États-Unis et qu'il faut qu'ils fassent attention parce que l'évolution de la situation mondiale dans les 30 prochaines années pourrait amener les États-Unis à ne plus pouvoir assurer cette sécurité absolue qui lui assure aujourd'hui. À ce que d'aucuns appellent le 51e État américain, Israël. Oui, exactement. Donc, si vous voulez, et là, je le dis avec oui, tout à l'heure, on parlait d'inquiétude et d'angoisse. Moi, je suis inquiet parce que j'aime beaucoup Israël, j'ai de grands amis en Israël, et je suis très inquiet en me disant, mais attention, s'ils vont trop loin, est-ce qu'ils sont pas en train de creuser leur propre tombe ? Donc, je pense qu'il va falloir, à un moment, et là, c'est là où je dis que le président Biden est malheureusement un peu faible par rapport à ce qu'il faudrait. Il faudrait un président fort et des Occidentaux suffisamment forts pour taper le poing sur la table et dire à Netanyahou, allez, c'est bien, vous avez donné une bonne leçon aux Palestiniens, et maintenant, on va reconstruire et on va construire quelque chose de solide. Seulement là, quoi ? Puisque l'État palestinien, on voit pas comment le faire. Et à notre côté, l'autorité palestinienne, elle n'existe plus. Alors donc, ça veut dire qu'il y a quantité de problèmes à résoudre. Ils ne sont solvables que par une décision internationale. C'est pas les États-Unis tout seuls qui peuvent l'imposer. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une solution. Si les Occidentaux voulaient jouer intelligemment tous ensemble, je pense qu'il y aurait probablement une solution qu'on imposerait aux Israéliens et qu'on imposerait aux Palestiniens. En ce moment, on dit que le patron de l'Arabie saoudite sera en train de préparer une proposition de paix audacieuse. Vous y croyez à ce joker qui pourrait sortir de la Manche? Parce que
ce qui est terrible c'est là où le Hamas, il a joué, mais les autres l'ont cherché aussi, hein. Dans les accords d'Abraham, qui avaient été signés, donc, sous la pression américaine, hein, c'était le gendre du président Trump qui a fait le négociateur, il y a eu tous les pays, comme vous le rappeliez tout à l'heure, qui ont signé avec Israël. Bon. La conclusion de tout ça, et on l'a vu, parce que les Israéliens, les hommes d'affaires israéliens, on les a vus arriver en masse en Arabie, aux Émirats en particulier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque la guerre en Syrie était finie, puisque la guerre en Irak c'était fini, puisqu'il y avait la paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'était fini. Pour la première fois depuis 1940, même avant d'ailleurs, hein, la paix régnait sur le Moyen-Orient. Tous les pays du Moyen-Orient ont dit, ça y est, on va enfin pouvoir se développer, vivre normalement, développer nos affaires, et tous étaient enthousiastes. J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, vous le savez sans doute, 2 semaines avant le 7 octobre, disait... Jamais la région n'a été plus calme. Tout est au vert. Exactement. Vert qui est peut-être annonciateur de la couleur du Hamas. Mais seulement là où tout le monde a fait une erreur, c'est quand vous regardez les accords d'Abraham, et des deux côtés, hein, personne ne parle des Palestiniens, ni les pays arabes, ni Israël. On considérait les Palestiniens comme des sous-hommes, comme avait dit le ministre Galland. Hein. C'est des ils comptent pas, c'est des sous-hommes. Untermenschen. Ouais. Oui, mais c'est terrible. C'est terrible, ça, hein. Ça montre bien la mentalité de certains. Ça explique pourquoi le déni, si vous voulez, qui fait qu'on dit ils sont pas capables de faire ça. Ils sont pas assez intelligents pour ça. Méfiance. On apprend toujours quand on voit ce qui se passe. Et donc, ce qui est sûr, c'est que tout se préparait magnifiquement bien. Là, et puis, brutalement, le Hamas, qui a dit, mais vous nous avez oubliés. Tous, vous nous avez oubliés, c'est pas vrai, on existe. Et il lance son opération. Et là, ça fout tout en l'air. Tout est en l'air. Et bien entendu, maintenant, les Arabes, les pays arabes, ils disent qu'il faut qu'on trouve une solution, et pour eux également. Et ça a un impact direct d'ailleurs sur le cycle électoral américain, parce qu'on le voit. Normalement, M. Biden ou les démocrates n'auraient pas à se préoccuper de cette gauche plus active qui serait incarnée par ceux aujourd'hui qui appuient les Palestiniens, exactement, qui rentrent toujours dans le rang et qui aujourd'hui disent non, attention, faites attention, nous sommes très préoccupés de ce qui se passe. Et vous le disiez, il y a aussi une partie du vote juif américain, traditionnellement démocrate, qui se pose aussi des questions. Donc, allons, déplaçons-nous vers les États-Unis, parce que je crois que sur l'axe géopolitique, ce qui s'y passe va être surprenant. Tout à l'heure, ceux qui vous ont bien écouté ont peut-être entendu que vous aviez dit Trump quand il sera réélu. Oui, parce que pour moi, ça serait, si vous voulez, une élection n'est jamais gagnée tant qu'elle n'est pas faite. Hein. Ça, c'est clair, c'est un vieux principe politique on le sait depuis toujours. Mais il n'empêche que les candidats contre Trump, alors là du côté des républicains, il n'y a plus que Nikki Haley, hein. Et Nikki Haley ferait une excellente vice-présidente des États-Unis, indiscutablement. C'est une femme, c'est la diversité puisqu'elle est d'origine indienne, hein. Elle est redoutable, on l'a vu à l'ONU, elle a peur de rien. Donc elle est bien complémentaire de Trump dans son genre là. Donc je pense que là on a un ticket qui est redoutable. Lui dit qu'il n'est pas intéressé à la mettre sur son ticket, mais il faut peut-être pas l'écouter. Là, il y a les négociations politiques. Peut-être aussi qu'il a promis à DeSantis d'être son agent, ou à d'autres. Mais vous savez, il faut toujours se méfier. Hein. En politique, tout est possible. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que les sondages, parce que c'est ça qu'il faut regarder, les sondages dans toute l'Amérique montrent que, à part en Californie, et encore, ça bouge, hein, à part en Californie, à Washington et dans quelques États autour, Trump, il est partout, il est devant, hein. Il est devant. Alors, il reste une chose, le seul risque, à mon avis, le seul risque qu'il a encore, c'est le risque juridique avec tous ces procès qu'ils lui ont fait. Mais il y a deux choses. D'une part, quand les démocrates ont lancé cette série de procès
Ils pensaient qu'ils allaient l'affaiblir. On s'aperçoit qu'à chaque procès, ils gagnent des voix. Mais vous dites quand les démocrates ont lancé les procès comme si la justice était teintée par le pouvoir politique. Est-ce que c'est votre hypothèse? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui vont dire, mais... Ah non, mais attendez, mais de même. Mais vous allez voir. Et je vais continuer. Alors, je vais aggraver mon cas, si vous voulez. La Cour suprême, quand les condamnations, il va faire appel devant la Cour suprême. Si on lui interdit de se présenter ou autre, il va devant la Cour suprême. La Cour suprême, quand il était au président, il a nommé la majorité... Trois juges. Bah oui, donc ça veut dire que les juges républicains, nommés par les républicains, sont majoritaires. Et vous croyez qu'ils vont condamner Trump? Un peu comme en 2000, quand des juges républicains ont donné à George Bush l'élection présidentielle contestée par Al Gore? Mais exactement. Donc la justice est pas au-dessus de tout soupçon. Et je pense qu'à l'époque, la question qui s'est posée sur Al Gore à l'époque, c'est la question qui s'est posée à la dernière élection aussi. Le problème des États-Unis, et ça c'est un vrai problème aux États-Unis. Là, je vais pas vous dire, je suis pas comme Trump à dire, on m'a volé mon élection, c'est pas ça. Non, mais c'est très compliqué le système électoral. Je pense que le système américain est extrêmement compliqué et permet un certain nombre de fraudes. Moi, on se souvient tous pour Bush, quand avec son frère, quand son frère était gouverneur de Floride, on a attendu 3 semaines le résultat des élections pour qu'on apprenne que Bush avait gagné en Floride. Les fameux hanging chad, parce que c'était des systèmes de cartes électorales perforées. Mais oui, si vous voulez, c'est pas, le système américain est formidable dans beaucoup de domaines, sur le point de vue, il permet d'avoir beaucoup de choses, mais c'est vrai que il y a des failles et que ces failles, elles peuvent influencer dans un certain sens. J'en appelle à l'homme du renseignement, celui qui a conseillé des premiers ministres pendant 10 ans. Donald Trump, c'est un sujet qui nous anime souvent ici parce que je pense qu'il touche à quelque chose, montre du doigt très souvent ce qu'il appelle le deep state, l'état profond. Oui. Alors, ce qui pourrait se résumer à la technocratie, cet appareil permanent qui résiste aux élections et où on peut penser que ces gens-là ont des intérêts, qu'ils peuvent à l'occasion être agissants par-delà ce que la classe politique leur donne comme instruction. Est-ce que ça existe, selon vous, donc ce deep state, et est-ce qu'il menacerait, comme M. Trump le dit souvent, son parcours électoral? Alors, d'abord, je connais un petit peu l'Amérique, j'aime beaucoup l'Amérique, j'ai fait des études là-bas, mais je vous dis... Mais l'état profond existe partout, du point de vue de la logique de Trump. D'abord, l'état profond existe partout, et aux États-Unis, il faut quand même pas oublier que le premier qui a parlé d'état profond, c'était le général Eisenhower, quand il a été président des États-Unis après la guerre. Et en fait, c'était à la sortie de sa présidence en 1961. Exactement. Et quand il a dit, moi je me suis heurté à l'état profond. Le complexe militaro-industriel qu'on connaît bien et qu'on connaît dans toutes les grandes puissances occidentales, bien entendu. Ça c'est donc oui, il y a indiscutablement il y a des structures, je dirais très influentes. Alors je pense personnellement que cette notion d'état profond militaro-industriel, et maintenant, il y a un autre état profond, si vous voulez, alors il fait course ensemble ou pas, c'est les financiers. Quand on va à Davos et qu'on écoute et qu'on voit les gens de la finance s'exprimer, on comprend bien que ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs que les autres. Donc, et ils défendent leurs intérêts. Ça, on peut pas leur reprocher de défendre leurs intérêts. Donc, vous avez aujourd'hui, on le voit bien, il y a tout un ensemble de gens qui n'ont pas forcément intérêt à changer un système qui leur va très bien. Vous savez, en France, c'est un peu la même chose. On a un système qui s'est mis en place progressivement avec des structures élitistes, avec des entreprises puissantes, avec des systèmes financiers puissants et qui n'ont aucune envie que les choses puissent évoluer dans un sens qui serait pas le leur. Et quand je vous parlais de Davos, c'est pas pour rien. Moi, ça m'a beaucoup intéressé l'avant-dernière réunion de Davos, c'est celle-ci. C'est qu'en définitive, Davos est en train de virer. Ils ont compris que la Chine devient de plus en plus importante. Donc, ils sont en train de nous dire, il faut peut-être qu'on regarde aussi par là-bas. Vous avez peut-être remarqué, vous connaissez ça très bien, vous surveillez, j'en suis sûr, c'est que la plus grosse délégation qui est venue et intervenue à Davos, ça a été les Chinois.
et que les Américains, ils n'étaient pas nombreux par rapport aux Chinois. Et Davos, c'est le cœur de la finance internationale mondiale. Ils s'y retrouvent tous, tous les groupes, machin, tout ça. Tout le monde y est. Sur votre écran radar, vous avez peut-être remarqué ou noté que Jamie Dimon, qui est un des plus grands patrons parmi les patrons, banquier, a commencé à marcher sur la peinture et à revisiter l'histoire en disant finalement le bilan de M. Trump n'était peut-être pas si mauvais qu'on l'a dit. Mais oui. Comme s'il annonçait déjà son ralliement à l'inévitable. Mais moi, je suis convaincu aujourd'hui, si vous voulez, que dans à ce niveau-là, les gens, ils ont des prévisions, ils ont des sondeurs, ils sont réalistes. Si vous voulez, il y a ce qu'on déclare comme ça à l'extérieur, et puis il y a la réalité. La réalité, on la sait très bien. Ça serait incroyable. Enfin, tout peut arriver, dans une élection, tout peut arriver. Mais a priori, mettons qu'il y a 90 chances sur 100 aujourd'hui que Trump, et quand je dis 90 chances, j'ai tendance à vous dire 95 ou 98, que Trump soit élu. Vous croyez, vous, à l'accident de parcours? La plure de banane au mauvais endroit? Là, on est aux États-Unis, ça arrive. Mais j'y crois pas trop. OK. Restons dans la logique électorale. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y a une élection très importante qui a eu lieu il y a pas longtemps, dont on mesure mal l'importance, peut rapporter Taïwan. Oui, alors je vais vous dire, là, Taïwan, ça m'a frappé, moi. Alors là, je vais vous parler de ce que j'ai vu en France, ce que j'ai vu dans les journaux, là, les médias, c'est incroyable d'ailleurs, les médias ont commencé à dire victoire du candidat indépendantiste, formidable et tout. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est là où il faut regarder. Alors, je vais vous expliquer. C'est facile. L'ancienne présidente indépendantiste, Tsai Ing-wen, qui est une femme remarquable, elle avait été élue avec 61% des voix. Bon. Lui, il est passé avec 41% des voix. Elle a perdu un tiers. Ils ont perdu, le parti indépendantiste, un tiers de l'électorat entre deux élections, et pire encore, ils sont minoritaires. Ils sont au pouvoir, mais faibles. Alors, attendez, mais c'est pas fini. Et c'est là. Et alors, on a dit, ils sont élus, donc ils ont gagné. Ah ouais, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a, là-bas, en même temps, on fait les élections législatives et l'élection présidentielle. Un peu comme les États-Unis, Les élections législatives. Quel est le premier parti? 52 sièges sur 111. Le Kuomintang, le parti pro-chinois. Ensuite, vous avez le parti du président, qui vient d'être élu, qui a 51 sièges, c'est-à-dire qu'il a moins que l'autre. Donc il est numéro 2. Et vous avez le troisième parti d'un milliardaire, là, le YPP, là, qui a eu 8 sièges. Balance du pouvoir. Donc ça veut dire quoi? Sur 111, ça veut dire, le milliardaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a toujours dit. Il a dit, je suis pour l'autonomie de Taïwan, mais absolument pas pour l'indépendance de Taïwan. Il faut lire ce qu'il a dit. Donc vous avez deux partis, le Kuomintang et l'autre, qui représentent 60 voix sur 111, donc ils ont la majorité, une large majorité, si on peut dire, et qui, à l'Assemblée, sont pour avoir des bonnes relations avec la Chine. Alors, vous vous rendez bien compte que quand on dit le président a gagné, il a gagné en étant minoritaire, il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Comment voulez-vous Comment peut-on dire que c'est un triomphe de l'Occident? Non. Ça veut dire que Taïwan va rentrer dans une période où il n'y aura plus de manœuvre, ni d'un côté, ni de l'autre. Vous allez voir. C'est une absorption organique, donc, de Taïwan par la Chine? Et attendez, et ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous avez regardé ça, c'est juste après la déclaration de Biden. Il a félicité le président en disant « Je suis très heureux que vous ayez été élu ». Et je rappelle que la Taïwan, pour nous, fait partie de la Grande Chine. Mais ce que les Américains ont toujours plus ou moins accepté de dire. Depuis la visite du président Nixon. Souvenez-vous de ce qui s'est passé autour de Taïwan depuis quelques mois, et depuis 2-3 ans même, où les Américains, ils ont forcé à l'époque de Nancy Pelosi et les autres, ils ont forcé à mort pour essayer. Eh ben non. Et plus encore, je me rappelle M. Biden qui avait oublié de lire ses notes et qui avait levé l'idée de l'ambiguïté stratégique en disant non, nous allons défendre Taïwan. Et puis maintenant, il dit non, mais attendez, on ne veut pas faire la guerre là-dessus, c'est pas la peine. Alors, et j'ajouterais en plus que les va-t-en-guerre qui poussaient à la guerre sur Taïwan,
disait, alors sur le plan militaire et stratégique, c'était une absurdité, mais inquiétante qu'on puisse dire des choses pareilles, pour une raison très simple. C'est que tous les missiles, tous les avions de chasse américains sont équipés en puces qui viennent de Taïwan. Si jamais j'attaque Taïwan, qu'est-ce que font les Chinois? Ils détruisent les usines de puces à Taïwan, et les Américains peuvent plus envoyer de missiles, il n'y a plus de puces. Ça sera moins vrai dans 2 ans, quand cette capacité manufacturière aura été... Là, c'est là on voit qu'il est plus malin que ce qu'on présente. Quand Trump, il a coincé les Taïwanais, il leur a dit, vous allez construire des usines aux États-Unis. Et a priori, après j'en parlais hier soir avec des amis, a priori, elles devraient fonctionner en 2027. En 2027. Mais les démocrates qui nous écoutent préciseront que c'est quand même M. Biden qui a scellé avec Nancy Pelosi le financement. Non, mais attendez, mais moi je critique pas. 50 milliards, je pense, qui a été mis à la disposition. Je ne critique pas du tout M. Biden là-dessus, parce que d'autant plus que là, ça fait partie de ces choses sur lesquelles les intérêts de l'Amérique sont prioritaires. Biden, il savait, comme ses conseillers, et les militaires surtout, l'équipe militaire savait très bien que pour